remercier le bureau de la STGO et les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité pour modérer cette séance, donc qui porte sur le microbiote génital. Et sans plus tarder, je vais inviter Dr Menel Hamdoun, qui est professeur agrégé en microbiologie à l'hôpital Aziza Othmane, pour nous parler du microbiote génital féminin, physiologie et exploration. Merci, Dr Masmoudi. Je commence bien évidemment à remercier le bureau de la STGO et les organisateurs de m'avoir invité. Je suis très contente, très honorée aujourd'hui d'être parmi vous pour vous parler du microbiote génital féminin. On va aborder les aspects physiologiques et l'exploration de ce microbiote. Et je commence par, bien évidemment, définir qu'est-ce qu'un microbiote. Le microbiote est défini par l'ensemble de micro-organismes vivant dans un écosystème donné. Parfois, vous allez retrouver aussi le terme microbiome. Microbiome, c'est plus spécifique. Là, on s'intéresse au génome des micro-organismes. Et puisque la plupart des travaux se basent sur l'étude des génomes, les deux termes sont interchangeables actuellement. Le microbiote humain, il est donc représenté par l'ensemble des micro-organismes commensaux. C'est notre flore commensale. Elle est de l'ordre de 1 à 2 kg par exemple. Ce n'est pas négligeable. Donc, on a commencé par cultiver le microbiote buccal en 1945, puis le microbiote intestinal en 1966. Et depuis le développement des méthodes moléculaires, il y a eu une meilleure caractérisation de ce microbiote, notamment avec le projet, le Human Microbiome Project, qui s'est donné comme objectif d'identifier, de caractériser le microbiote humain au niveau de 5 sites, nasal, oral, cutané, gastro-intestinal et urogénital. Ensuite, il y a eu le développement d'autres projets spécifiques à ces sites-là. Et je commence par les différentes méthodes pour l'étude du microbiote. Il faut savoir que les premières études remontent au XVIIe siècle avec la découverte du microscope par M. Van Leeuwenhoek. Et donc, M. Van Leeuwenhoek a commencé par observer avec son nouveau microscope ces globules rouges, ces spermatozoïdes. Il a eu aussi l'idée de faire un prélèvement au niveau de sa bouche où il a observé des bactéries. Donc, il a essayé de les dessiner. Comme vous voyez ici, ces différentes formes de bactéries qu'il a appelées à l'époque animalcules. Ensuite, on s'est basé sur la culture classique dès le XXe siècle pour identifier ce microbiote. Donc, la culture isole des bactéries vivantes. Elle est peu coûteuse, mais malheureusement ne permet pas une description exhaustive de ce microbiote. On estime qu'elle est capable de détecter 20 à 30% uniquement des bactéries présentes dans le microbiote. Ceci est dû essentiellement à la présence de bactéries anaérobies avec des conditions très difficiles, voire des bactéries non cultivables. Il y a une nouvelle variante de la culture qui est la culture omique qui est apparue ces 10 dernières années. Là, on va combiner plusieurs milieux, plusieurs conditions d'incubation, aérobie, anaérobie. On peut arriver jusqu'à 200 milieux et conditions différentes. Donc, en théorie, on va cultiver le maximum du microbiote viable, même les espèces qui sont présentes en petite quantité. Ensuite, les colonies vont être identifiées par une méthode révolutionnaire également, qui est le MALDI-TOF. Et si les bactéries sont non identifiables, là, on va recourir au séquençage. Donc, ça a permis la découverte de nouvelles espèces, mais malheureusement, ça ne permet pas de quantifier les bactéries dans le prélèvement par cette technique. Ensuite, on peut aussi faire une PCR quantitative. Donc, on va amplifier le génome bactérien et le quantifier dans le prélèvement. On peut cibler plusieurs bactéries en même temps. C'est ce qu'on appelle la PCR multiplex. C'est des techniques très sensibles qui peuvent arriver jusqu'à 10 copies d'ADN par millilitre. L'inconvénient majeur, c'est que le nombre de bactéries ciblées par ces techniques reste quand même limité. Donc, ça ne permet pas une étude exhaustive du microbiote. Et ensuite, l'apparition, dans le début des années 2000, du séquençage à haut débit, ou le Next Generation Sequencing, a permis d'avoir des études du métagénomique. Le métagénomique est défini par l'étude des génomes de plusieurs espèces dans un milieu. Donc, on peut faire de la métagénomique ciblée ou de la métagénomique globale. Je vais essayer d'expliquer le principe très brièvement. Pour la métagénomique ciblée, le gène qu'on va cibler, c'est l'ARN ribosomale 16S. C'est un gène strictement bactérien et qui est présent chez toutes les bactéries. Ce gène contient des régions conservées et des régions variables. Donc, cette variabilité de ce gène fait qu'il est une véritable empreinte bactérienne unique à chaque espèce bactérienne. C'est la méthode la plus utilisée. Donc, on va commencer par extraire cet ARN
16S. Donc, on va amplifier cet ADN, le séquencer et puis comparer ces séquences à une base de données pour essayer d'identifier la bactérie, d'une part, mais d'autre part, on va aussi quantifier le nombre de séquences dans le prélèvement pour avoir une idée sur l'abondance de ces bactéries. On a ensuite la métagénomique globale, ou ce qu'on appelle le shotgun. Là, on va amplifier tous les ADN bactériens présents dans le prélèvement. Ensuite, essayer de faire un assemblage et une reconstitution de tout le génome bactérien. Bien évidemment, c'est plus lent, c'est plus difficile et plus coûteux. Et c'est réservé au diagnostic de dernier recours lorsqu'on n'a pas de diagnostic étiologique, et c'est réservé à des laboratoires spécialisés. Donc, pour la métagénomique ciblée, une fois nos séquences lues, ce qu'on appelle les REDS, on va les analyser par bioinformatique, les comparer, donc comme on a dit, à une base de données pour essayer d'assigner à chaque séquence le nom de la bactérie. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile d'arriver à l'identification de stade espèce. La technique n'est pas très précise, donc on va se contenter parfois d'identifier uniquement la famille, l'ordre, la classe, voire l'embranchement, ou phylum en anglais, ce que vous allez retrouver dans les articles. Et donc on ne va pas exprimer les résultats en espèces bactériennes, mais plutôt en Operational Taxonomic Unit, OTU. C'est un groupement d'espèces qui est très génétiquement proche, plus de 97% de similitude. C'est vrai que la métagénomique a révolutionné l'étude du microbiote, mais elle n'est pas dénuée d'inconvénients. On n'a pas d'idée sur la viabilité des bactéries et leur comportement dans l'environnement. Il y a des biais techniques, quelle méthode choisir pour l'extraction d'ADN, pour quelle région hypervariable choisir. Il y a des biais informatiques, quel logiciel utiliser, quelle base de données. Et il y a aussi ce qu'on appelle le biais de profondeur. La technique peut ne pas détecter les bactéries qui sont présentes en petite quantité et qui sont masquées par les autres séquences des bactéries fréquemment présentes. Et comme c'est une technique très sensible, il y a plusieurs auteurs qui évoquent un risque théorique de contamination par les ADN, ARN lors de la manipulation dans le laboratoire. C'est ce qui pourrait expliquer les différences qu'on retrouve entre les différentes études du microbiote. Donc une fois nous avons assigné nos séquences, nous avons identifié nos bactéries, là on va étudier la diversité. On peut étudier la diversité alpha et la diversité bêta. La diversité alpha, c'est la diversité dans un même habitat. On peut, pour étudier cette diversité, se baser sur un nombre d'espèces. Là, vous voyez que le milieu B est plus diversifié que le milieu A, car il contient 2 fois plus d'espèces. Mais parfois, cette notion n'est pas très pertinente, elle est non adaptée. Là, on voit bien que le milieu B, malgré qu'il contient plus d'espèces, il n'est pas plus diversifié que le milieu A. Donc, on doit se baser sur la mesure de l'indice de Shannon, que vous allez retrouver dans les articles, c'est une formule qui fait intervenir le nombre d'espèces et leur abondance. Donc, on voit bien que le milieu A est plus diversifié parce que l'indice de Shannon est plus élevé. La diversité bêta, c'est tout simplement la diversité interhabitat entre des sites différents, si on veut, par exemple, comparer le microbiote cutané et le microbiote génital. Voilà, j'ai fait le tour des techniques d'étude. Là, on va s'intéresser de plus près au microbiote génital. Ce microbiote constitue 9% du microbiote humain. Il vient en 5e position après le microbiote gastro-intestinal, oral, cutané et celui des voies respiratoires. Il est caractérisé par des faibles diversités bêta et alpha. Il semble être le microbiote humain le moins diversifié. Et on distingue 2 secteurs microbiologiques différents, le vagin et l'endomètre. On commence par le secteur vaginal. Avant la ménarche, le vagin contient essentiellement un mélange de bactéries cutanées et intestinales qui vont transiter à partir du périnée passivement. Ensuite, après la puberté, sous l'action combinée de l'oestradiol et de la progestérone, il va y avoir une production de glycogène par les cellules épithéliales. Ce glycogène, il constitue le métabolite essentiel pour la prolifération des lactobacilles. Ces lactobacilles vont transformer le glycogène en acide lactique qui donne un caractère acide au pH du vagin entre 3,8 et 4,4. Donc ce pH acide s'oppose à la prolifération de bactéries ou de micro-organismes pathogènes. Les lactobacilles constituent donc une première ligne de défense contre les différents micro-organismes par des mécanismes directs. En plus de l'acide lactique, ils synthétisent le peroxyde d'hydrogène, des biosurfactants, des bactériocines qui constituent des molécules naturelles à effet antibactérien et qui sont capables d'inactiver différents pathogènes, Chlamydia trachomatis, Escherichia coli,
Neisseria gonorrhée, l'herpès virus simplex de type 2 et même le VIH. Il y a aussi un effet indirect des lactobacilles. Ils vont tapisser l'épithélium vaginal, empêcher la colonisation par certains pathogènes et aussi stimuler le système immunitaire. Donc, ils vont empêcher la colonisation par les bacilles gram négatifs, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus et Trichomonas vaginalis. Mais dans le microbiote vaginal, on ne retrouve pas que des lactobacilles. C'est vrai qu'ils constituent la flore dominante, plus de 95%, mais on retrouve aussi des petites quantités de bactéries d'origine digestive, majoritairement, moins fréquemment une flore oropharyngée, des anaérobies, Gardnerella, des mycoplasmes, des levures. Et donc le microbiote vaginal normal constitue un mélange de bactéries qui sont en équilibre, en symbiose. La rupture de cet équilibre, la dysbiose du microbiote vaginal, est bien connue sous le nom de la vaginose bactérienne, donc qui est définie par la prolifération de bactéries anaérobies, majoritairement Gardnerella vaginalis, mais aussi les autres bactéries associées à la vaginose, aux dépens des lactobacilles qui vont être très diminuées, voire disparaître complètement. Les études du séquençage ont permis de mieux caractériser ces lactobacilles. Actuellement, on en compte plus de 120 espèces. Chez une femme en âge de procréation, on peut retrouver jusqu'à 10, avec prédominance d'une ou deux espèces. Les 4 espèces les plus retrouvées chez les femmes en âge de procréation sont Crispatus, Gasseri, Iners et Jensenii. Ça, on le connaît grâce aux études de séquençage, et notamment cette étude pionnière de Ravel et Hall, qui a été faite chez des femmes asymptomatiques et qui a défini 5 communautés microbiennes, 5 Community State Type ou CST, qui sont différents en fonction de leur composition et de l'abondance de leurs bactéries. Donc les CST 1, 2, 3 et 5 sont caractérisés par un microbiote riche en lactobacilles. Chaque CST a une espèce différente. Le CST4 est caractérisé par un microbiote diversifié, notamment avec présence de plusieurs bactéries anaérobies. Donc ce CST4 pourrait être associé à la vaginose bactérienne. Le microbiote vaginal est un microbiote ou un écosystème dynamique. Il est influencé par plusieurs facteurs, donc je vais en citer quelques-uns. L'origine ethnique, le CST4 par exemple prédomine chez les femmes ou les sujets de race noire ou hispanique. Par contre, chez les femmes caucasiennes et asiatiques, on retrouve plus de CST1, 2 et 3. Les facteurs hormonaux, on l'a déjà dit, donc avec la ménopause, la déplétion en oestradiol, il y a eu, le milieu devient moins propice au développement des lactobacilles, et donc on retrouve une prévalence plus importante du CST de type 4. L'usage des contraceptifs hormonaux également, et même au cours du cycle menstruel, il y a des variations dynamiques. Grâce à cette étude publiée en 2012, on voit bien la variation de ce microbiote chez 3 patientes qui étaient à la base dominées par la présence d'une espèce de lactobacille, mais au moment des menstruations, avec les traits rouges en bas, on voit bien qu'il y a des variations avec retour à la normale plus ou moins rapide selon les patientes. Le microbiote est également influencé par les habitudes sexuelles qui peuvent favoriser la transition entre différents CST. D'autres habitudes qui ont été aussi évoquées, l'utilisation de produits de toilette intime, notamment d'antiseptiques, l'usage de tampons, le tabac, la prise d'antibiotiques, etc. Et là, on vient au microbiote endométrial. Depuis le début du XXe siècle, une théorie a été évoquée et qui stipule que l'utérus est un milieu stérile. Ceci a été retenu jusqu'au milieu des années 1900 ou vers les années 1950, où avec le développement des travaux qui se basaient sur la culture, on a essayé de cultiver des bactéries à travers des prélèvements au niveau de l'utérus. Et ceci a été confirmé par des études de séquençage que ce milieu, en fait, n'est pas aussi stérile que ça. Mais les études sur le microbiote endométrial restent quand même moins importantes que celles portant sur le microbiote vaginal, d'abord parce que c'est un milieu moins accessible. Si on fait un prélèvement par voie transcervicale, il y a toujours un risque de contamination, donc il faut passer par des prélèvements qui sont plus invasifs. Et comme le nombre de bactéries est moins important, ça peut poser des difficultés techniques d'interprétation. Donc j'ai choisi quelques travaux pour vous. Ici, c'est une étude qui a été publiée en 2016, qui a porté sur 58 patientes.
dont l'âge moyen était quand même de 43 ans, avec 8 femmes ménopausées. Le prélèvement a été fait à partir de pièces d'hystérectomie faites pour des étiologies non cancéreuses. Là, ils ont utilisé une PCR quantitative qui ciblait 12 espèces, des espèces de lactobacilles et des espèces des bactéries de la vaginose. Une colonisation endométriale a été retrouvée dans 95% des cas. Les espèces les plus isolées étaient Lactobacillus iners et Lactobacillus crispatus et Prevotella spp. Dans la plupart des cas, donc pour toutes les bactéries pratiquement, chez certaines patientes, elles pouvaient être isolées dans le vagin, chez d'autres dans l'endomètre uniquement, et chez d'autres patientes en même temps dans le vagin et dans l'endomètre. Ce qui est aussi important à signaler, c'est que les quantités de bactéries dans l'endomètre étaient moindres. Donc on trouvait beaucoup moins de bactéries dans l'endomètre que dans le vagin, avec des variations de 2 à 4 log décimales. Ensuite, cette magnifique étude publiée dans Nature Communication en 2017 par Chen et al., qui a été faite sur 95 femmes opérées pour des étiologies non infectieuses. Ils ont fait plusieurs prélèvements, plusieurs sites, donc vaginal, au niveau du col, au niveau de l'endomètre, au niveau de la trompe de Fallope. Ils ont utilisé essentiellement de la métagénomique, mais ils ont aussi vérifié leur culture par PCR quantitative et chez certaines patientes par la culture classique pour vérifier la viabilité des bactéries qu'ils ont retrouvées. Et en allant du bas vers le haut, ils ont constaté que la biomasse bactérienne diminuait. On retrouvait 100 à 10 000 fois moins de bactéries dans l'endomètre que dans le vagin. L'abondance des lactobacilles aussi diminuait, allant de plus de 90% dans le vagin jusqu'à 1,6% uniquement dans les trompes, avec une flore qui devient beaucoup plus diversifiée. On a retrouvé des bacilles gram négatifs, Pseudomonas, Acinetobacter, des cocci gram plus, Enterococcus et apparentés, des anaérobies, etc. Et il y avait une grande variabilité interindividuelle. Pratiquement chaque patiente avait un profil microbiologique unique. Et enfin, j'ai choisi cette étude parce qu'elle s'est basée sur la culturomique. C'est une étude qui est parue en 2023. C'est vrai qu'elle a porté sur 10 patientes uniquement, mais vu la lourdeur de la technique, ça s'explique. C'était 10 patientes suivies par infertilité, chez qui on a réalisé un échouillon vaginal et une biopsie endométriale par hystéroscopie. On a isolé 101 espèces bactériennes et 2 espèces de levures. Le genre Lactobacillus était le genre le plus isolé. Il y avait une concordance moyenne vagin-endomètre dans un tiers des cas uniquement, et il y avait également une grande variabilité interindividuelle. Là, ils ont constaté qu'il y avait une alpha-diversité plus importante de le vagin, mais ils se sont basés uniquement sur le nombre d'espèces qu'ils ont isolées, et on a vu que ceci peut ne pas être suffisant. En fait, la culture omique est complémentaire de la séquençage. Elle permet d'isoler de nouvelles bactéries qui vont par la suite être séquencées et compléter les bases de données du séquençage. Donc, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'espèces bactériennes dans l'endomètre. D'où est-ce qu'elles viendraient ces bactéries? L'ascension est transcervicale est quasiment sûre, vu la présence de bactéries au niveau endométrial et vaginal en même temps, mais il y a aussi d'autres théories qui ont été avancées, la voie hématogène ou d'autres voies, par exemple la voie rétrograde de certaines bactéries d'origine digestive, par exemple à travers la trompe de Fallope. C'est vrai que le nombre de bactéries est moins important. Ceci peut être expliqué par le fait que le col soit une barrière partielle quand même. Il empêche l'ascension de certaines bactéries et certains mécanismes de défense qui sont présents in situ. Et comme le microbiote est plus diversifié, on se demande si la prolifération de certaines espèces serait à l'origine d'endométrite. Ça, c'est une question qui mérite d'être posée, je pense. Et donc, je termine ma présentation. Qu'est-ce qu'on fait? On a vu des multitudes d'explorations, des différents aspects physiologiques, mais est-ce qu'on explore le microbiote en routine? En fait, en routine, on s'intéresse uniquement en pratique clinique au microbiote vaginal, et ceci dans le but essentiellement pour diagnostiquer la vaginose. Pour ceci, on se base sur des méthodes qui sont basées sur la morphologie bactérienne essentiellement, avec différents scores, le score de Nugent étant le plus utilisé, mais on peut aussi s'aider de méthodes moléculaires. Donc, je vais expliquer brièvement le principe du score de Nugent. Il est actuellement considéré comme le gold standard pour le diagnostic de la vaginose parce qu'il est simple, facile, peu coûteux. Il est réalisé sur une simple coloration de grains sur les sécrétions vaginales. Là, on va observer le frottis et essayer d'apprécier l'abondance de différents morphotypes bactériens. D'une part, les lactobacilles, d'autre part, les bactéries impliquées dans la vaginose, Gardnerella vaginalis et autres anaérobies, et Mobilingus.
Si la patiente a un score faible, de 0 à 3, c'est une flore normale lactobacillaire qui se présente comme suit, avec une flore faite uniquement de lactobacilles, c'est bacilles gram positifs. Avec un score égal ou supérieur à 7, c'est une vaginose bactérienne. Là, on voit bien la présence de Gardnerella vaginalis en grande abondance, avec cet aspect pathognomonique de Clousels. Ce qui pose un peu problème, et c'est l'un des inconvénients du score de Nugent, c'est cette flore intermédiaire avec un score compris entre 4 et 6. Donc on se pose la question, est-ce que c'est un début d'une altération de la flore? Là, on sait que un tiers des patients va évoluer vers la vaginose, un tiers vont régresser vers une flore normale et le un tiers à peu près vont rester dans cette flore intermédiaire. Là, en fonction du contexte clinique, on pourrait discuter le recours à certaines méthodes moléculaires. Ces méthodes moléculaires se basent bien évidemment sur un PCR quantitatif. Ils sont de plus en plus disponibles dans les laboratoires de routine. Donc, ces PCR vont quantifier les lactobacilles et les bactéries impliquées de la vaginose. Il y a plusieurs kits qui sont commercialisés actuellement. Certains sont même validés sur autoprélèvement vaginal et certains sont associés en multiplex à d'autres agents étiologiques d'écoulement vaginal, notamment Candida et Trichomonas vaginalis. Ces tests ont d'excellente sensibilité et spécificité, mais l'inconvénient majeur reste quand même le coût élevé et la nécessité d'un équipement spécifique. Voilà, j'arrive à la conclusion. Donc, comme on a vu, le microbiote génital est un écosystème dynamique et multifactoriel. La définition exacte du microbiote sain, notamment au niveau endométrial, reste jusque-là difficile. C'est vrai qu'avec les nouvelles techniques de séquençage, on a eu une meilleure caractérisation du microbiote, mais ces techniques ne différencient pas entre bactéries ou organismes vivants et morts, et donc ils n'étudient pas le comportement de la bactérie dans son milieu. Pour faire cela, on devrait faire plutôt des études du métabolome, voire des protéomes, donc les métabolites des bactéries. Et à chaque fois, je cite cet exemple pour la complexité du microbiote génital, qui est l'expérience de Gardner et Dux. Messieurs Gardner et Dux, c'était ceux qui avaient découvert Gardnerella vaginalis. Donc à l'époque, ils avaient essayé d'induire des vaginoses chez des patientes saines. Ils ont commencé par inoculer ou faire une inoculation vaginale par des cultures pures de Gardnerella vaginalis chez ces patients. Et uniquement une patiente sur 11 avait développé à l'époque une vaginose. Ensuite, ils ont inoculé ces patientes par des sécrétions vaginales de patientes ayant une vaginose. Et là, 11 patientes sur 15 avaient développé une vaginose. Donc ce déséquilibre ou la rupture de l'équilibre du microbiote vaginal, ce n'est pas uniquement une ou deux bactéries, c'est plutôt un système beaucoup plus complexe. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Hamdoun, pour votre excellente présentation qui a fait donc le tour de la question du microbiote génital et des différentes techniques d'études. Maintenant, j'invite Dr Laïla Ataya, donc ancien chef de service gynécologie à l'hôpital Charles-Nicolle, pour nous parler de l'impact ou du déséquilibre du microbiote. Merci Madame la Présidente. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, je remercie d'abord le comité d'organisation de la STGO de m'avoir associé pour vous parler du microbiote vaginal, des équilibres et impacts. Et je vais essayer de mettre de la lumière sur ce microbiome et son déséquilibre dans notre spécialité. Alors, comme vient de le dire Madame Hamdoun, le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes vivants dans un écosystème donné. Il est essentiellement constitué de lactobacilles dans 95% des cas. Et puis, ce microbiote va être en perpétuelle dynamique de renouvellement depuis l'enfance jusqu'à la postménopause. Mais il faut savoir qu'il est particulièrement riche pendant la période d'activité génitale. Pendant la ménopause, il faut savoir que les femmes ménopausées asymptomatiques vont héberger des lactobacilles, mais avec une quantité moindre que chez la femme en activité génitale, et que ces lactobacilles vont être retrouvés à peu près dans 11% des cas. Alors, qu'est-ce qui va modifier le microbiome vaginal? C'est essentiellement l'origine ethnique, l'état gravidique, l'activité sexuelle, la contraception, notamment les systèmes intra-utérins, qu'ils soient inertes ou hormonaux, la santé globale, l'environnement, l'utilisation de médicaments, en particulier les antibiotiques, le statut socio-économique, l'âge, l'hygiène personnelle, notamment la douche vaginale, et puis l'ethnicité. Alors le déséquilibre, le microbiote vaginal va être dominé par des lactobacilles, qui est un critère de bonne santé vaginale.
Et par contre, les microbiotes qui ne sont pas dominés par des lactobacilles vont s'observer dans certaines situations, notamment dans les populations à risque, mais qui sont vaginalement saines, les femmes ménopausées, ou encore dans les communautés afro-américaines ou les communautés hispaniques. Le microbiome vaginal, comme je viens de vous dire, est en perpétuel renouvellement. Il est dynamique et il présente de grandes variations physiologiques tout le long de la vie de la femme. Et si la vaginose bactérienne nécessite une prise en charge thérapeutique, l'interprétation et le traitement d'une dysbiose vaginale asymptomatique devra tenir compte de certains critères. Alors pour en venir à la dysbiose, il existe deux grands types de dysbiose vaginale, soit les candidoses vaginales, qui sont des proliférations de levures au sein de la lumière vaginale, responsables d'une véritable vaginite, mais il faut savoir qu'on ne va pas retrouver de polynucléaires neutrophiles au niveau du vagin. Et puis la vaginose bactérienne, qui est une prolifération de bactéries anaérobies associées à une diminution des lactobacilles. Et l'élément clé de cette vaginose bactérienne, c'est la constitution d'un biofilm dans la lumière vaginale, dans les espèces Gardnerella vaginalis et Atobobium vaginae. Et ce déséquilibre va se manifester par des altérations qualitatives et quantitatives du microbiome, avec raréfaction des lactobacilles, augmentation des bactéries Gardnerella, comme je viens de le dire, et une activation locale du système immunitaire, et ceci va favoriser les infections sexuellement transmissibles, les inflammations pelviennes, l'accouchement prématuré qu'on verra tout à l'heure, et puis la rupture prématurée des membranes. Alors, concernant la prévalence, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont relevé la prévalence de la vaginose bactérienne. Elle serait présente chez 20-30% des femmes présentant des leucorrhées. Et puis, aux États-Unis, elle va être particulièrement fréquente chez les femmes afro-américaines et hispaniques. Et en Europe, la prévalence serait à peu près de 57% chez les femmes symptomatiques. Qu'est-ce qu'il en est en Tunisie? Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont travaillé sur le microbiome. Il y en a une, un Sfax, paru en 2013, qui rapporte une prévalence de 25,9. Une autre à Monastir, qui a été faite dans les dispensaires périphériques, une prévalence de 9 pour 1000 habitantes. Et puis un dernier chiffre, qui est un travail qui a été réalisé récemment à l'hôpital Aziza Othman, et qui a été chapeauté par mon ami Dr Hamdoun, et qui rapporte une prévalence de 8,3. Et c'était essentiellement des femmes qui consultaient pour un suivi dans le cadre d'une PMA. Alors, la vaginose bactérienne, les facteurs de risque, c'est essentiellement l'ethnie, l'âge, le faible niveau économique. Il a été rapporté à un niveau d'instruction faible chez les patientes qui ont des vaginoses bactériennes, les douches vaginales qui vont impacter considérablement le microbiote, le tabac, l'antibiothérapie, le stress, les systèmes intra-utérins, l'hypoestrogénie et puis les partenaires multiples. Pour ce qui est de la définition, Amsel, en 1983, avait défini la vaginose bactérienne par la présence de 3 parmi les 4 critères suivants: les leucorrhées grisâtres adhérentes à la paroi vaginale, une malodeur vaginale, un pH supérieur à 4,5 et la présence de cloucelles, qui sont des cellules vaginales recouvertes de biofilms polymicrobiens à l'examen direct. Et puis, comme vient de le dire Menel, le score de Nugent, dans ce cas, va être compris entre 7 et 10. Et il y a 5 classes de microbiotes par ailleurs, 4 classes de microbiotes classées normales entre guillemets, et c'est au sein de la classe 4 que va se situer la vaginose bactérienne. Cliniquement, 50% des femmes vont être asymptomatiques et 50% vont avoir des symptômes, notamment des leucorrhées liquidiennes, grisâtres, malodorantes, odeur de poisson pourri, avec des picotements, des douleurs au niveau du vagin, des brûlures, des douleurs au moment de l'intromission et une dyspareunie profonde, un inconfort vaginal et puis une baisse de la libido a été également rapportée. Pour la voie de transmission, il y a des arguments épidémiologiques et microbiologiques qui plaident en faveur d'un risque de transmission sexuelle, et le traitement systématique, par contre, du partenaire n'a pas montré de preuves. D'où la nécessité d'autres études pour confirmer ce mode de transmission. Pour ce qui est des modifications immunitaires, il faut savoir que la vaginose va faciliter l'acquisition d'agents sexuellement transmissibles, dont essentiellement le VIH, l'herpès simplex 2 et le HPV. Et dans ce sens, le déséquilibre du microbiote vaginal, on va le voir par ailleurs tout à l'heure, va être incriminé dans
les lésions précancéreuses qui vont être particulièrement affectées par un déséquilibre du microbiote. On va également avoir une élévation quasi constante des interleukines 1B, qui sont 13 fois supérieures au taux observé chez les femmes sans vaginose. Et puis, Gardnerella vaginalis va avoir une action inhibitrice sur les études dendritiques. Le traitement de la vaginose, le traitement va reposer essentiellement, comme vous le savez tous, sur les nitro-5-imidazolés, soit Péros, notamment le métronidazole 1 g pendant 7 jours, soit par voie vaginale, un ovule pendant 7 jours, soit encore le secnidazole, dont on ne dispose pas en Tunisie, en dose unique. La clindamycine a été également proposée, soit Péros, soit par voie vaginale. Elle est très utilisée outre-Atlantique, mais pas en Tunisie ni en France. Les recommandations européennes de 2018 de l'OMS recommandent d'utiliser du métronidazole Péros à raison de 500 mg par jour pendant 5 jours comme traitement de première intention et un traitement par chlorure de décalinium à raison de 1 comprimé vaginal de 10 mg tous les soirs pendant 6 jours. Par ailleurs, en Tunisie, il faut savoir qu'on ne dispose pas de ce produit. Et c'est un antiseptique local et n'est pas contre-indiqué. Il faut savoir qu'il n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse également. Alors, la voie vaginale offre l'avantage d'avoir moins d'effets secondaires avec une efficacité à court terme comparable à la voie orale. Et quel que soit l'antibiotique, toutes les études à long terme relèvent un taux de récidive d'à peu près 50% dans les 6 à 12 mois après le traitement. Les causes sont essentiellement les résistances aux lactobacilles iners et de certaines souches de Gardnerella vaginalis. Pour ce qui est des probiotiques, alors l'hétérogénéité, c'est la grande question des probiotiques qui sont très à la mode. L'hétérogénéité des études rend difficile une conclusion robuste sur l'efficacité de ces probiotiques. Il existe 2 grandes méta-analyses de la Cochrane qui ont montré une efficacité de ces probiotiques versus placebo. Alors l'utilisation de métronidazole plus probiotique offre l'avantage d'avoir une supériorité par rapport au métronidazole seul. Et puis les recommandations européennes restent réservées sur l'intérêt de ces probiotiques utilisés seuls dans le traitement de la vaginose. En revanche, pour la prévention, ils sont recommandés après antibiothérapie classique et ils ont montré qu'ils ont entraîné une diminution nette des récidives et un allongement du délai de survenue de la première récidive. Alors, quelques exemples d'utilisation. Pour les candidoses récidivantes, on prescrira du fluconazole à raison de 150 mg par semaine pendant 3 à 6 mois, associé à des probiotiques vaginaux 1 semaine par mois pendant 3 à 6 mois. Pour les vaginoses isolées, on donnera des probiotiques en complément du traitement antibiotique Péros. Et on les donnera par voie vaginale pendant 1 à 2 semaines selon l'antibiotique choisi. Pour les vaginoses récidivantes, par contre, on l'utilisera soit seul ou en complément d'un traitement œstrogénique local. Donc on donnera soit des probiotiques vaginaux 1 semaine par mois pendant 3 mois, soit en alternance avec des œstrogènes locaux, bien entendu, après avoir éliminé les contre-indications des œstrogènes. Alors, est-ce que les probiotiques sont la réponse ? Les probiotiques vaginaux contenant des lactobacilles sont prometteurs pour la dysbiose. Ils se sont révélés sûrs, mais pour le moment, les données scientifiques sont insuffisantes pour les recommander en utilisation systématique pour traiter les dysbioses asymptomatiques essentiellement avant la fécondation in vitro. Et étant donné l'incohérence entre les études, on ne peut pas s'attendre à d'énormes changements. Donc c'est un sujet à suivre. On continue à en prescrire parce qu'on a des résultats, mais il faut vraiment creuser là-dedans. Pour ce qui est des probiotiques, c'est une autre approche thérapeutique. Il y a très peu d'études qui ont comparé le traitement par prébiotique seul, mais l'association aux probiotiques, on parle alors de symbiotiques, pourrait améliorer les résultats en termes de prévention des récidives essentiellement. Alors pour ce qui est microbiote, association microbiote et grossesse, ce microbiote joue un rôle très important au cours de la grossesse. Il va impacter pas mal d'éléments. En effet, ce microbiote, c'est une entité dynamique qui va réagir avec des réseaux moléculaires et cellulaires. Et puis tout le long de la grossesse, on va avoir des changements hormonaux dus à la grossesse qui vont aller dans le sens des modifications physiologiques qui vont favoriser essentiellement la croissance et la santé fœtale. Et donc le microbiote va produire, on va avoir de la production et un stockage d'énergie par ce microbiote.
Et puis, il va y avoir la nécessité d'un équilibre entre pour le microbiote pour assurer la tolérance immunologique vis-à-vis des antigènes fétaux et, bien entendu, une immunité contre les agents infectieux et l'environnement extérieur. Et donc, ce microbiote va être en équilibre avec les hormones de la grossesse, le système immunitaire, et on comprend bien que les modifications microbiennes vont permettre de maintenir l'homéostasie pendant toute la grossesse. Et on comprend de ce fait que la perturbation du microbiome va être à l'origine de complications de la grossesse, notamment les accouchements prématurés, la prééclampsie et le diabète gestationnel. Et puis, il faut savoir également qu'au cours de la grossesse, ce microbiome va tendre vers une évolution plus stable, moins diversifiée. Il va être dominé par le lactobacillus, avec une production de molécules antibactériennes et d'acide lactique, qui va prévenir les infections bactériennes ascendantes du vagin. Au premier trimestre, les microbiomes vaginaux vont être riches et diversifiés, avec une diversité moindre, avec une faible prévalence de mycoplasme et d'uréaplasma. Il va y avoir une variation de lactobacillus entre le premier et le troisième trimestre de la grossesse, et les L iners, donc les lactobacilles iners, vont être significativement diminués au cours des 2 derniers trimestres de la grossesse. Le microbiome va influencer également le déroulement de la grossesse, et sur cette étude de Costi parue en 2020, il a été mis en évidence une association forte entre la présence de lactobacilles à tous les stades de la grossesse dans les naissances à terme. Et à l'inverse, la présence de nombreuses bactéries, notamment Gardnerella vaginalis, Atobobium et Provotella, à divers stades de la grossesse, était associée à un plus grand risque d'accouchement prématuré. Et donc la présence d'une vaginose bactérienne est directement associée au risque de fausse couche, de chorioamniotite et à un moindre taux de réussite en fécondation in vitro. Et Dr Khaled Mahmoud en parlera tout à l'heure. Alors le microbiome utérin et placentaire, le microbiome utérin, il semblerait qu'il existe, puisqu'il y a des bactéries dans l'appareil génital supérieur des femmes en bonne santé. Ils sont nettement inférieurs par rapport au microbiome vaginal. Et il semblerait également qu'il y ait un microbiome utérin indigène, représenté essentiellement par Pseudomonas et Acinetobacter, mais c'est une discussion qui reste encore ouverte, au même titre que le microbiome placentaire. Ce qui est certain, c'est que le microbiome endométrial va jouer un rôle sur la réceptivité utérine et l'issue de la grossesse en fécondation in vitro. Pour ce qui est du microbiome intestinal, au premier trimestre, il va être similaire à celui des femmes non enceintes, et puis au troisième trimestre, il va se comporter comme un microbiome de personnes avec un syndrome métabolique, avec réduction de la diversité, réduction de l'alpha-diversité et augmentation de la bêta-diversité. Microbiome oral également va agir au cours de la grossesse, puisqu'on a remarqué qu'il y avait une augmentation significative de Streptococcus mutant, responsable de caries dentaires essentiellement au troisième trimestre de la grossesse, mais également d'autres bactéries qui seraient responsables de pathologies parodontales qui pourraient être à l'origine d'accouchements prématurés. Alors l'accouchement prématuré, on sait que 10% des naissances se font de façon prématurée, et c'est une cause de morbimortalité néonatale importante. Nombreux facteurs vont être responsables de cet accouchement prématuré, et le microbiome vaginal va impacter également ce risque. Le microbiome vaginal va protéger des infections, et un microbiome à faible diversité dominé par des espèces de lactobacilles est considéré comme sain. En revanche, un microbiome diversifié avec une forte composante de bactéries anaérobies va être à l'origine de dysbiose, de vaginose bactérienne, et aurait un lien direct avec l'accouchement prématuré. Et vous voyez sur cette étude qui a été faite par Gunda Totir en 2022, c'est une méta-analyse et qui a montré que le fait d'avoir une forte composante de L. crispatus était susceptible d'être la meilleure composition du microbiote contre le risque d'accouchement prématuré. Il ne s'avance pas sur l'effet protecteur, mais en tout cas, il s'agirait d'un critère. Par contre, la faible teneur en lactobacilles va augmenter le risque d'accouchement prématuré avec un autre ratio assez important, 1,69. Et vous voyez sur le schéma d'en bas que la variation des différents lactobacilles présents va varier en fonction, ils vont être impactés en référence avec le lactobacille crispatus.
Et on comprend bien que le fait d'avoir des groupes faibles en lactobacilles, comprenant Gardnerella et Provertella, sont connus pour favoriser les cytokines pro-inflammatoires et souvent présentes dans le microbiome vaginal juste avant la rupture prématurée de membrane. Et on sait maintenant que la prédominance de L. iners va également être à l'origine d'accouchements prématurés, puisque ces L. iners vont favoriser l'adhésion de Gardnerella aux cellules épithéliales du col et du vagin. Là, c'est une étude qui s'est intéressée aux caractéristiques des patientes. C'est une étude américaine qui a relevé une prévalence plus importante d'accouchements prématurés chez les femmes à peau noire. En effet, il a été retrouvé chez les femmes à peau noire un microbiome avec une plus grande diversité alpha et plus de L. iners et moins de crispatus, d'où cette prévalence plus élevée d'accouchements prématurés. En effet, le Lactobacillus crispatus va supprimer la colonisation et le développement d'un microbiome de type vaginose. Et il est peut-être un peu idiot, mais la douche vaginale masque les associations entre microbiome vaginal, ethnie et accouchement prématuré. Donc c'est un facteur à prendre sérieusement en considération. Pour ce qui est, là, c'est une autre étude qui montre pareillement l'association microbiome vaginal pauvre en lactobacillus et forte abondance en Gardnerella ureaplasma. Et il semblerait que chez les patientes qui ont un microbiome vaginal abondant en Gardnerella, un microbiome vaginal abondant justement en Gardnerella, aurait abondant plutôt en lactobacillus crispatus, diminuerait le risque de complications intra-amniotiques, de sepsis néonatale et de chorioamniotite. Par contre, les patientes qui auraient de l'uréaplasma avec une rupture prématurée des membranes ont un plus fort risque d'accouchement prématuré. Là, c'est une méta-analyse qui a regroupé 13 études concernant le microbiome oral. Et il semblerait que les soins dentaires prénataux réduisent le portage d'agents pathogènes buccaux. Et une revue de la littérature a montré également que les parodontites risquent d'entraîner un accouchement prématuré et un risque de PAG. Quelques recommandations concernant l'accouchement prématuré et microbiote. Le dépistage systématique et le traitement de la vaginose chez les femmes enceintes asymptomatiques à bas risque, donc sans antécédent de prématurité et d'avortement, ne sont pas recommandés. Par contre, le dépistage systématique et le traitement de la vaginose bactérienne chez les patientes enceintes avec des antécédents de prématurité d'origine infectieuse peuvent être justifiés. Et puis, dans le même sens, le traitement des vaginoses symptomatiques pendant la grossesse est indiqué avec un impact incertain sur la prévention d'une prématurité, mais toutes les études vont dans ce sens. Là, ce sont des recommandations américaines qui recommandent de ne pas dépister systématiquement les femmes enceintes asymptomatiques, mais il y a un niveau de preuve suffisant pour recommander de dépister ou de ne pas dépister les femmes enceintes asymptomatiques à risque de vaginose bactérienne. Alors, pour ce qui est de la prééclampsie et du microbiote, il semblerait qu'il y ait eu plusieurs études qui ont montré que chez les femmes prééclamptiques, une augmentation d'agents pathogènes opportunistes qui serait corrélée à l'hypertension, à la protéinurie, aux œdèmes et à la perturbation des bilans hépatiques. Et de l'autre côté, moins de bactéries bénéfiques, productrices d'acides gras à chaîne courte, et de bactéries à action anti-inflammatoire et qui favorisent l'homéostasie et renforcent la barrière intestinale. Donc la réduction de ces bactéries augmenterait le risque d'HTA au cours de la grossesse. Du même côté, on remarque qu'il y a également une augmentation de la biosynthèse des lipopolysaccharides. Et on sait que la biosynthèse élevée des lipopolysaccharides associés à des toxines bactériennes va être corrélée au risque également d'hypertension, de protéinurie et d'altération du bilan hépatique. Une autre étude randomisée mendélienne qui a été rapportée par Lee et qui s'est intéressée à certaines bactéries, notamment le bifidobacterium, qui aurait un effet protecteur contre la prééclampsie avec un odds radio à 0,76, puisque ces bactéries vont être productrices d'acides gras à chaîne courte, qui sont connues pour diminuer la tension artérielle, améliorer la fonction endothéliale. Pareil, là c'est une étude assez intéressante puisque dans cette étude ils ont essayé d'inoculer, ils n'ont pas essayé, ils ont inoculé du microbiome fécal, un inoculat fécal chez les femmes prééclamptiques, chez les souris, et ils ont réussi à avoir un phénotype chez ces souris, un phénotype de prééclampsie, de retard de croissance, d'atteinte placentaire et de la barrière intestinale.
ce qui est quand même assez... je trouve que c'était assez important comme étude. Pour ce qui est du diabète gestationnel, en début de grossesse, le microbiome va moduler l'insulinorésistance et avoir une réponse inflammatoire. Donc, il va y avoir une augmentation de disponibilité des substrats pour le fœtus, donc une amélioration de la croissance fœtale. Et puis, il va y avoir des bactéries qui vont augmenter et des rapports de bactéries qui vont augmenter et d'autres qui vont être réduites. Et le déséquilibre entre ces différentes bactéries va être à l'origine, selon Neri, à l'origine de diabète gestationnel. Et on pourrait même rechercher ces bactéries en début de grossesse avant 20 semaines d'aménorrhée pour prédire un éventuel diabète gestationnel au 2e et au 3e trimestre. Il y aurait donc des biomarqueurs de diabète gestationnel, des biomarqueurs de glycémie, et le déséquilibre entre ces biomarqueurs serait à l'origine du diabète gestationnel. Alors, dans le postpartum, il y a une baisse du taux d'œstrogène et donc une perte du nombre de lactobacilles chez 40%, avec un risque de dysbiose, un risque d'endométrite du postpartum. Pour ce qui est de l'impact du microbiote sur le risque d'infection sexuellement transmissible, la présence d'une flore de lactobacilles dans le microbiote vaginal est intuitivement associée à une moindre sensibilité aux infections sexuellement transmissibles. Et puis, il y a un risque dû à un plus grand nombre de lymphocytes CD4 dans la lumière vaginale du fait de l'inflammation créée, entre autres, par les lipopolysaccharides libérés par les Prévotella. Alors, pour ce qui est du risque de cancer, parce que actuellement, on parle de plus en plus de déséquilibre du microbiote et cancer, la vaginose va être à l'origine d'un plus grand risque d'acquisition et de persistance du papillomavirus oncogène. Et puis, la présence de Snetia est fortement associée à la présence d'une dysplasie cervicale ou d'un cancer. Et puis, le rôle du microbiote vaginal dans le cancer de l'endomètre n'est pas aussi établi. Le lien est ténu sur le plan physiopathologique, et puis la physiopathologie n'est pas bien connue à ce moment. Et voyez que la dysbiose va être à l'origine d'un déséquilibre des différents microbiomes. Et puis on peut avoir plusieurs déséquilibres qui vont être à l'origine de plusieurs cancers, notamment gastriques, prostatiques, colorectal, etc. Cette dysbiose va être à l'origine, va accélérer la carcinogénèse par l'inflammation chronique, l'instabilité génomique, l'apoptose et l'angiogénèse. Et puis, vous voyez que le rôle de ce lactobacille, c'est un effet direct et un effet indirect qui va protéger, entre guillemets, contre le risque de cancers génitaux, que ce soit cancer du col, du vagin, de l'endomètre ou encore cancer de l'ovaire. Là, c'est les différentes bactéries incriminées dans le cancer de l'ovaire. Il faut savoir que dans le cancer d'ovaire, on incrimine en plus le HPV, mais également Chlamydia trachomatis. Au niveau du col, c'est l'augmentation de la diversité du microbiome et l'accentuation de l'effet de HPV. Là, on voit que les différentes interactions entre microbiome et l'hôte, il ne va pas y avoir uniquement l'effet des bactéries, il va y avoir également d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte pour favoriser cette carcinogénèse, notamment les facteurs socio-économiques, génétiques, environnementaux et éducationnels. Alors pour ce qui est de l'HPV, la dysbiose vaginale va intervenir à plusieurs niveaux au cours de l'infection par les HPV à haut risque oncogène. Elle va augmenter le risque d'acquisition des virus, favoriser la persistance et la progression des lésions dysplasiques cervicales. Et vous voyez que là, elle va augmenter de 2 fois le risque de L-SIL, 3 fois le risque de H-SIL et puis 4 fois le risque de cancer invasif quand on a déjà une H-SIL. Le cancer du sein, c'est essentiellement le microbiote, le déséquilibre du microbiote intestinal qui est incriminé. Le cancer de l'ovaire, comme je viens de le dire, c'est l'HPV, les autres bactéries, mais également Chlamydia trachomatis. Il faut savoir que l'International Cancer Microbiota Consortium, en 2019, a émis des réserves et il dit qu'il n'existe actuellement aucune preuve directe que le microbiome commensal humain soit un déterminant clé dans l'éthiopathogynie du cancer. Donc, il serait crucial de distinguer des effets directs et des effets indirects de ce microbiome.
Pour ce qui est de l'AMP, je laisserai Dr Mahmoud en parler, mais juste un mot. Et l'étude de ce microbiome vaginal chez les femmes candidates à une FIV semble utile afin de détecter et de corriger une éventuelle dysbiose, souvent asymptomatique, et qui interférerait avec les résultats en FIV. Donc je vais terminer par quelques messages. Le microbiome vaginal est une flore majoritairement composée de lactobacilles. Il est directement lié au taux d'hormones et notamment d'œstrogènes. Il va évoluer tout le long de la vie de la femme. Le microbiome vaginal hérite d'un certain nombre de bactéries du microbiome intestinal. L'intestin donc en constitue le réservoir principal. La vaginose ou dysbiose est caractérisée par une prolifération de nombreuses bactéries, principalement anaérobies, et est souvent associée à un surrisque de pathologies génito-urinaires, notamment les cancers. L'exploration du microbiome en routine passe à ce jour essentiellement par les scores. Malheureusement, on ne dispose pas en Tunisie encore de la PCR. La découverte d'une dysbiose asymptomatique pose la question de la prise en charge. Maintenir un microbiome sain pendant la grossesse par une alimentation équilibrée et la limitation des antibiotiques essentiellement. Et puis, il semble que la diversité du microbiome vaginal joue un rôle dans le risque d'accouchement prématuré. Et l'impact potentiel d'intervention sur la composition et les fonctions des bactéries intestinales a un intérêt considérable dans les recherches de la stratégie optimale pour prévenir et traiter la prééclampsie et le diabète gestationnel et constituerait peut-être la première forme de prévention primaire prénatale. Et donc, j'invite tous mes collègues microbiologistes et biologistes à élaborer des stratégies préventives et puis à aller creuser un peu plus dans ce microbiome, puisque à ce jour, en 2021-2022, on a à peu près 400 articles qui parlent de microbiome et il ne se passe pas un congrès national ou international où on ne parle pas de microbiome. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Merci, professeur Atia, pour cette excellente présentation. Je tiens à m'excuser d'être arrivé un peu en retard. On était retenu avec une réunion de coordination. Il me plaît d'introduire M. Khaled Mahmoud qui va nous parler du microbiote endométrial et AMP. Bien. Donc, je remercie les membres de la STGO pour leur invitation. Et on m'a chargé de vous parler de microbiote de l'endomètre et son impact sur les résultats de l'assistance médicale à la procréation. Alors, comme vous savez, comme ça a été montré tout à l'heure, le microbiome, c'est l'ensemble des micro-organismes qui habitent le corps humain et qui comportent des bactéries, des virus, des champignons, des levures et des archées. Et c'est différent de microbiome humain qui est constitué des gènes que ces micro-organismes hébergent. Nous avons 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. C'est 1 à 3% du poids corporel et jusqu'à 99% de l'ADN chez l'homme provient des gènes microbiens. C'est notre deuxième génome. Et ces micro-organismes sont nécessaires à l'état physiologique de l'organisme. Ils ont une influence majeure sur le système immunitaire et permettent de vaincre les maladies, les infections, les changements environnementaux et aussi de maintenir l'homéostasie. Le corps humain héberge donc environ 4 10 puissance 13 bactéries, englobant des milliers d'espèces bactériennes différentes. Chaque site de corps possède son propre complément de micro-organismes et de communautés, et donc un microbiote spécifique nécessaire à son état physiologique. Et comme vous voyez, ici, le microbiote le plus diversifié, le plus abondant, se trouve au niveau des intestins, et le microbiote urogénital représente 9%. Chaque environnement peut passer de l'état de biose à l'état de dysbiose par la réduction des bactéries bénéfiques et colonisation par des micro-organismes pathogènes, ce qui
bien entendu, a des conséquences pathologiques sur les différents sites. Comment identifier et quantifier le microbiote? Le microbiote, ça a été dit tout à l'heure, donc en sachant qu'entre 20 et 30% des micro-organismes qui le constituent ne peuvent pas être détectés et cultivés dans des conditions de laboratoire standard. Et c'est la métagénomique qui a été expliquée tout à l'heure et je passe. Et donc, pour le microbiote urogénital, donc on prend un échantillon et il y a deux méthodes, comme ça a été décrit tout à l'heure. C'est la métagénomique donc globale qui fait le séquençage de tous les ADN présents, extraction des fragments de tous les ADN présents, séquençage global par haut débit, et ça vous donne le microbiome qui est un alignement de tous les génomes bactériens, et ça vous donne une idée sur l'abondance et sur la fonctionnalité. Alors que la métagénomique ciblée, c'est séquencer un seul gène. En l'occurrence, en bactériologie, c'est le gène de l'ARN, donc ribosomique 176S, qui est analysé ici, et ça vous donne le microbiote qui est un alignement de tous les ARN 16S bactériens, et ça donne une idée sur la composition et la structure. Et comme ça a été dit tout à l'heure, et surtout, on va le voir pour l'utérus, il y a aussi la culturomique qui vient en complément à la métagénomique dans certains cas, parce que la culturomique permet de détecter les bactéries qui ont donc de faible quantité et faible biomasse. Alors, qu'en est-il du microbiome du tractus génital? Il y a donc dans le microbiome du tractus génital, il y a un microbiome spécifique à chaque site. Et plus on monte vers le haut du vagin, vers le tractus génital haut situé, plus les microbes sont diversifiés et moins abondants. Et il faut savoir aussi une notion très importante, c'est qu'il y a une interaction, surtout entre le microbiome donc, intestinal et le microbiome du tractus génital. Et cette interaction, on va le voir, elle intervient surtout dans les traitements actuels. Alors, pour le tractus génital, le microbiome qui a été le plus étudié, c'est celui du vagin. Et chez les femmes en âge de procréer, le microbiote d'un vagin sain, en obiose, contient une faible diversité bactérienne avec une dominance de plus que 90% des espèces de lactobacilles. Et il y a 5 états communautaires que vous voyez ici sur cette diapo. Et ces lactobacilles, comme ça a été dit tout à l'heure, ça permet de donner un environnement riche en glycogène avec production accrue d'acide lactique par la dégradation du glycogène, et donc ça donne un pH vaginal qui est faible, et ça permet de produire aussi une production accrue de bactéricines qui vont protéger contre la croissance des micro-organismes potentiellement nocifs. Alors, et l'absence de dominance de lactobacilles et donc une diversité microbienne accrue conduit à une dysbiose qui peut altérer la santé reproductive, comme ça a été démontré par plusieurs études que vous voyez ici en bas. Et là, il y a 20 à 30% des femmes asymptomatiques présentent un microbiote vaginal altéré avec des agents pathogènes anaérobies. Jusqu'à 40% des patientes en fécondation in vitro présentent un microbiote vaginal anormal. Et les conséquences, ça donne, vous voyez ici, il y a 12 fois moins de chances de grossesse après FIV et ICSI,
plus 2 fois le risque de fausse couche, et ça multiplie aussi par 5 le risque de fausse couche tardive et par 3 le risque de rupture prématurée des membranes et par aussi 2 fois le risque d'accouchement prématuré. Alors, qu'en est-il de microbiome endométrial ? Comme ça a été dit tout à l'heure, jusqu'aux années 50 à peu près, on croyait que la cavité utérine est stérile, c'est comme et que le vagin protège, présente une barrière contre la montée des bactéries vers le haut. Et c'est dans les années à peu près quand on a commencé à faire des cultures, dans les années 80, qu'on a constaté que ce bouchon bactérien, ce bouchon plutôt cervical qui faisait barrière, devient perméable sous l'effet des contractions péristaltiques de l'utérus, surtout durant la phase folliculaire, et ça permet donc la montée des agents pathogènes vers l'utérus. Et après, dans les années 90, l'hypothèse donc de l'impact négatif des bactéries utérines sur la fertilité a été vérifiée, et dans les années 2000, avec évaluation globale de l'abondance et diversité microbienne, on a donc mis en évidence la présence d'un microbiote utérin et endométrial. Alors, la preuve de l'existence d'un microbiote endométrial, comme vous le voyez ici, a été prouvée par depuis 2008, par plusieurs publications. Et vous voyez que depuis 2008 jusqu'à 2023, il y a 240 articles qui sont apparus, qui ont été publiés pour parler de ce microbiote endométrial. Alors, la méthode, comment évaluer, quel échantillon prendre. On peut prendre soit donc le liquide endométrial pour analyse avec un cathéter à double lumière, soit on peut prendre le tissu endométrial par une biopsie avec la pipelle de Cornier. Et cette double lumière et la pipelle de Cornier permet surtout d'éviter la contamination. Et il y a une corrélation plus ou moins entre le microbiote du liquide endométrial et celui du microbiote du tissu endométrial. Et la différence est liée surtout à l'attachement ou à la profondeur de certaines bactéries dans la paroi de l'endomètre, comme vous voyez sur cette étude qui a été faite en 2018. Alors, est-ce que le microbiote endométrial est différent de celui du vagin ? Ça a été montré tout à l'heure, c'est la même étude qui a été montrée par Dr Hamdoun tout à l'heure, et on voit très bien que le microbiote vaginal est essentiellement dominé il y a une dominance importante de lactobacilles, alors que celui endométrial, on peut avoir un microbiote qui n'est pas dominé par les lactobacilles. Et il y a aussi des microbes qui se trouvent donc à la fois au niveau du vagin et au niveau de l'utérus, et des microbes qui sont spécifiquement retrouvés dans l'utérus et dans le vagin. Et donc le microbiote endométrial est plus diversifié et pourrait être lactobacille non dominant, avec développement d'autres microbes bactériens, et la charge bactérienne est 100 à 10 000 fois plus faible, une biomasse plus faible. C'est pour ça que parfois on a recours à la culture génomique pour compléter, d'identifier les différents microbes. Alors, cette diversité s'explique par les voies de contamination, comme ça a été montré tout à l'heure, parce qu'il y a une contamination qui vient par voie hématogène, donc c'est surtout, ça provient de microbiote oral et intestinal. Il y a aussi par la voie péritonéale, par les trompes,
puisque des trompes perméables donc, laissent passer le liquide péritonéal et donc il y a une contamination à ce niveau-là et bien entendu une contamination ascendante par le vagin et aussi les manipulations et les manœuvres endo-utérines qu'on fait au cours de différentes pathologies en PMA. Ça permet aussi de provoquer et donc la présence de plusieurs bactéries. Alors, quel est l'impact du microbiote endométrial sur les résultats de l'AMP et quelles preuves on a? La première preuve vient de cet article de 2016 par Moreno et elle a démontré qu'un endomètre, un microbiote endométrial qui contient plus que 90% donc, de lactobacilles et qui est donc en eubiose normale, comparé avec un microbiote anormal, elle a vu qu'elle a bien démontré que le taux de grossesse, comme vous le voyez, est plus important quand il y a une eubiose, c'est-à-dire quand il y a lactobacille dominant, avec un taux d'implantation aussi qui est significativement plus élevé, de taux de grossesse évolutive aussi, le taux de fausse couche c'est moindre et le taux de naissance est plus important quand vous avez un microbiote endométrial qui est sain. Alors, comment valider cette preuve? Elle a fait, c'est la même auteure, c'est une dame, la même auteure, elle a fait donc cette étude-là et elle a comparé le microbiote dans le tissu endométrial et dans le liquide endométrial et en essayant de faire aussi le test de réceptivité et avant de faire un transfert d'embryon congelé et elle a donc comparé les résultats en fonction des résultats de microbiote. Et vous voyez très bien que les résultats sont clairs, c'est que quand il y a lactobacilles sont plus dominants, sont plus abondants que les autres taxons microbiens, si succès versus échec. Comme vous le voyez ici, quand vous avez le taux de naissance vivante en rouge, ici, comment faire ça? Bon, pardon. Pas pu utiliser le... En tout cas, vous voyez que quand il y a grossesse et quand il y a naissance vivante, que les lactobacilles sont beaucoup plus abondants, alors que quand dans les grossesses biochimiques et dans les fausses couches, il n'y a pas assez de lactobacilles et il y a d'autres microbes, d'autres bactéries pathogènes. Et donc, la composition du microbiote endométrial est associée aux résultats reproductifs chez les patientes donc infertiles. Il y a une augmentation quand il y a une naissance vivante. C'est une dominance de lactobacilles. Les grossesses biochimiques, il y a donc un développement pathologique des entérocoques. Pour les fausses couches, il y a moins de lactobacilles et il y a plus de staphylocoques, plus de Klebsiella, plus d'hémophilie. Et quand il n'y a pas de grossesse, comme vous le voyez, il y a toujours beaucoup moins de lactobacilles et il y a donc développement d'autres bactéries. Et après, on a essayé de décrire, parce qu'il faut savoir, quand on fait ces études-là et l'identification de microbes, comment on peut définir l'eubiose de la dysbiose. Et Moreno, en 2016, donc, elle a défini l'eubiose quand il y a une dominance de lactobacilles supérieure à 90%. Keono, en 2018, lactobacilles supérieure à 80%. Keono, le même, il a remarqué que donc pour l'eubiose, il y a plus que on parle de l'endomètre, bien entendu, plus que 80% de lactobacilles avec avec un autre type de microbes spécifiques. Et quand il y a, dernièrement, Miaget, avec la technique de la culture omique,
il a défini l'eubiose quand on a des lactobacilles supérieurs à 46% et les autres bactéries pathologiques inférieures à 18,7%. Ça permet, ces définitions-là permettent de faire donc des études et de comparer l'effet de l'eubiose et le dysbiose sur les sur les résultats de l'AMP et sur les différentes pathologies qui interviennent en médecine de la reproduction. Et je reprends ici le travail de 2023 qui vient de paraître de Miyagi, qui a utilisé qui a étudié le microbiote endométrial chez des femmes infertiles avec transfert de blastocystes de bonne qualité. Et seuil de l'eubiose, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est quand on a des lactobacilles supérieurs à 46% et des bactéries pathologiques inférieures à 18%. Et il a classé, il a fait 4 groupes de patientes et il a montré que il y a plus de succès quand il y a des lactobacilles, plus de lactobacilles et les autres bactéries faibles. Et comme ça a été donc dit tout à l'heure. Et il y a aussi une autre étude toujours de 2023. C'est une étude de cohorte prospective chez donc 93 patientes FIV avec un transfert unique d'un seul blasto et avec donc donc le prélèvement a été fait par un cathéter double lumière le transfert embryonnaire a été fait avec un cathéter donc double lumière afin d'éviter la contamination vaginale et cervicale et il a fait la culture de l'embout du cathéter de transfert et analyse donc par culturomique de l'embout du bout du cathéter du transfert. Et il a démontré que quand il y a une eubiose, donc il a trouvé une eubiose chez 26% et une dysbiose dans 74% à peu près. Et il a vu aussi qu'il y a une différence significative quand il y a une dysbiose quand il y a une dysbiose au niveau de l'issue de grossesse. Il y a plus de grossesse quand vous avez plus de lactobacilles et moins de staphylocoques et moins d'entérobactéries. Alors, qu'en est-il de l'association de microbiote endométrial avec les échecs répétés d'implantation? Cette étude, donc toujours de Moreno, elle a démontré que quand il y a un échec dans les patientes qui présentent un échec répété d'implantation ont un microbiote qui est moins riche en lactobacilles et contenant d'autres pathologies, d'autres bactéries pathologiques. Et la composition et la structure de microbiote dans les échecs répétés d'implantation aussi, ça a été étudié. Il y a eu d'autres études qui ont montré la même chose. Dans le groupe, dans les échecs répétés d'implantation, le microbiote était hétérogène et une diversité qui est dominée par par la bactérie Sphangomonas. Et dans cette étude aussi de cohorte prospective qui a démontré que dans les échecs répétés d'implantation, vous voyez ici, il y a donc moins de lactobacilles et plus de bactéries pathologiques. Et il est intéressant de vérifier d'identifier les bactéries
qui sont responsables de cet échec répété d'implantation? Quelles sont les bactéries qui sont les plus incriminées pour pouvoir donc orienter le traitement et la prise en charge? Et ils nous ont démontré que quand il y a un échec répété d'implantation, il y a plus de Gardnerella et donc ils ont identifié des espèces spécifiques qui sont spécifiquement donc augmentées et présentes de manière plus élevée, de manière significativement plus élevée quand il y a un échec répété d'implantation. Et ça permet bien entendu d'orienter le traitement. Là aussi, on a essayé aussi, toujours dans le but d'identifier quelles sont les espèces les plus incriminées. On ne parle plus de famille de lactobacilles. Quels sont les lactobacilles qui sont les plus incriminés dans l'échec répété d'implantation? Et cette étude a montré que c'est la présence de lactobacilles crispatus qui est le plus déterminant dans l'endométrite chronique. Alors, effet sur l'implantation pour je parlais plutôt de l'échec d'implantation. Alors, est-ce qu'il y a le microbiote vaginal et le microbiote endométrial? Est-ce que quand on fait cette étude, est-ce qu'il y a une différence entre le microbiote endométrial et le microbiote donc vaginal sur l'effet de l'implantation? Cette étude a montré sans surprise que c'est plutôt le microbiote endométrial qui est le plus corrélé avec l'échec répété d'implantation. Et c'est tout à fait normal puisque l'implantation se fait donc dans le milieu naturel qui est l'endomètre et ne se fait pas dans le vagin. Et donc c'est plutôt donc tout à fait normal de trouver qu'il y a une relation significative entre le microbiote donc endométrial avec l'échec répété d'implantation que sur le microbiote vaginal. Alors, quel est le rationnel de l'impact du microbiote endométrial sur l'implantation embryonnaire? En cas de biose et en cas de dysbiose, il y a donc vous voyez que la différence au niveau du microbiote, vous voyez en haut qu'en cas de biose, il y a plus de lactobacilles et qu'en cas de dysbiose endométriale, il y a moins de lactobacilles, il y a donc développement d'autres bactéries. Ces autres bactéries vont donc empêcher l'implantation embryonnaire par le développement en provoquant la production accrue d'interleukines qui sont responsables qui sont impliqués dans l'implantation. Et qu'il y a ce qu'on appelle le triangle de fer de régulation de la microécologie utérine et le microbiote endométrial, l'immunité et endomètre sont tout à fait liés. Et quand il y a un équilibre, il y a l'endomètre joue le rôle donc de barrière au niveau de la muqueuse, et ça permet donc d'éviter le développement de quelques pathologies comme les polypes, comme l'inflammation, comme les hyperplasies, les cancers, comme ça a été tout à l'heure, et ça augmente la fonction utérine au niveau de l'immunotolérance et au niveau de la fonction donc endocrine. Et quand il y a donc un déséquilibre, une dysbiose, c'est l'inverse qui se fait, et donc ça permet donc de provoquer des échecs d'implantation et des pathologies au niveau de l'endomètre. Alors, cette hypothèse a été vérifiée et consolidée
par le fait que chez les patientes avec échec répété d'implantation, l'anomalie de structure et de composition de microbiote endométrial est corrélée négativement avec l'implantation embryonnaire en affectant les gènes qui régulent l'adaptation immunitaire, la différenciation cellulaire et la présence et le processus de l'adhésion et l'angiogénèse. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le microbiote endométrial et l'endométrite chronique? Là aussi, on sait que l'endométrite chronique, elle est responsable de fausses couches dans 42 à 56% des cas, d'échecs répétés d'implantation dans 30 à 66% selon les études, et il y a plus d'accouchements prématurés. Le diagnostic, généralement, se fait sur la cliniquement invisible, mais on se base sur l'hystéroscopie, l'histologie et la culture donc, microbienne. Et les bactéries qui sont pathologiques, qui sont incriminées dans l'endométrite, vous les voyez ici. Vous voyez ici la liste. Il y a beaucoup plus de Escherichia coli, de Klebsiella, de streptocoque, de staphylocoque, de mycoplasme, etc. Et cette étude très récente a montré que dans l'endométrite chronique, il y a donc moins de lactobacilles que quand il y a absence d'endométrite chronique et avec augmentation de certaines bactéries spécifiques. Il était toujours intéressant de vérifier quelles sont ces bactéries spécifiques qui se développent dans l'endométrite chronique, toujours pour adapter le traitement. Et j'ai pris cette plaque du dernier congrès de l'Eschreux qui a démontré que quand il y a quand il y a un échec au niveau de la fécondation in vitro, il y a ils ont identifié plusieurs bactéries pathologiques qui sont impliquées, qui se trouvent de façon plus importante dans l'échec répété, dans l'endométrite, dans l'échec plutôt de la FIV. Et ces bactéries, ce sont les mêmes qui sont incriminées qu'on trouve dans l'endométrite chronique, ce qui permet de faire la relation entre donc l'effet de l'endométrite chronique sur les résultats de la fécondation in vitro et de la nécessité de traiter cette endométrite pour améliorer les résultats. Donc, l'intérêt de microbiote endométrial pour donc, le diagnostic de l'endométrite chronique chez les femmes infertiles, est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour asseoir le diagnostic de l'endométrite chronique? Oui, parce que dans cette étude, il montre que, vous voyez que quand on fait le microbiote, il a la même sensibilité et la même donc, sensitivité que l'histologie et que les autres moyens diagnostiques de l'endométrite. C'est pour cette raison-là que l'étude de microbiote endométrial pour le diagnostic de l'endométrite est équivalent donc à l'histologie et à l'hystéroscopie, et la culture microbienne devient nécessaire pour asseoir et pour confirmer le diagnostic de l'endométrite, mais aussi pour aider au traitement. Donc, rajouter l'étude de microbiote à l'histologie et à l'hystéroscopie pour un diagnostic plus affiné de l'endométrite chronique. Alors, comment traiter une dysbiose endométriale? C'est ça le plus important. C'est bien de faire l'exploration, c'est bien de voir quels sont les microbes, mais est-ce qu'on peut traiter, est-ce qu'on peut améliorer les choses? Alors, d'abord, il y a absence de protocole standard. Et
et on se base sur les protocoles de traitement, c'est l'antibiothérapie avec les probiotiques et avec les probiotiques. Et là, vous voyez que si on traite dans cette étude de 2019, si on traite avec, vous voyez en haut, donc l'aspect diversifié et la présence de plusieurs bactéries, et quand on traite, on améliore, vous voyez, après traitement, tout devient jaune, et donc on restaure la présence de lactobacilles, et donc on restaure un environnement correct. Et cette étude aussi a comparé plusieurs protocoles d'études, protocoles de traitement, et elle a montré que quand on traite avec les probiotiques par voie orale, plus les probiotiques, on a une amélioration de à peu près 26%. Quand on traite avec les antibiotiques uniquement, c'est 33%. Mais quand on traite avec les antibiotiques par voie, que ce soit par voie vaginale ou par voie orale, avec un probiotique, on a les meilleurs résultats, avec 70% d'amélioration. Et donc, la combinaison d'un suppositoire probiotique vaginal et d'antibiotiques peut représenter un traitement efficace pour ces cas-là. Alors, autre étude ici de cohorte prospective, les patientes avec échec répété d'implantation et donc la biopsie avec la pipelle de Cornier et l'analyse du microbiote par NGS et du gène. Donc, on a appliqué la technique d'EMA, qui détecte de manière exhaustive une variété de genres bactériens présents dans l'utérus et détermine si l'environnement microbien utérin est optimal pour la grossesse. Et cette technique permet de distinguer donc un environnement normal, anormal, une dysbiose légère et une biomasse faible. Et il a appliqué plusieurs traitements selon l'état de l'environnement de microbiote qui a été retrouvé. Et le traitement antibiotique de première intention, c'est 500 mg d'augmentin 3 fois par jour pendant 8 jours et le Flagyl 500 mg x 2 pendant 7 jours. Ça, c'est le traitement de première intention. Et le traitement de deuxième intention, il associe macrolide avec augmentin et du Flagyl. Et il voit qu'il y a une amélioration très nette de taux de grossesse, de taux de fausse couche, de taux de naissance vivante quand on fait après le premier traitement et après aussi un deuxième traitement, il y a une amélioration très nette des résultats. Et la stratégie donc actuelle et future pour corriger la dysbiose de l'endomètre, c'est quand on a une dysbiose et qu'on veut arriver à l'eubiose, on commence. Les traitements disponibles, c'est l'antibiothérapie par voie orale, vaginale ou intra-utérine, les probiotiques par voie orale, vaginale, ou intra-utérine, les prébiotiques par voie orale, vaginale, intra-utérine, mais il y a quelque chose qui émerge maintenant, c'est la greffe de microbiote fécal, vaginal et utérin qui peut corriger le microbiote et le microbiote. En conclusion, donc, l'évaluation du microbiote endométrial a permis d'identifier un profil pathogénique composé de bactéries pathogènes qui seraient associées à une altération de la réceptivité endométriale de l'embryon, un profil contenant des lactobacilles en forte abondance qui serait favorable à l'implantation embryonnaire et réduirait le risque
de fausse couche. L'effet de la stabilité du microbiote endométrial sur la santé reproductive s'explique par son interaction avec la réponse immunitaire maternelle, et l'évaluation du microbiote pourrait être utilisée comme test prédictif du succès de l'AMP à intégrer dans le bilan initial d'infertilité peut-être, et permettre aux cliniciens de rétablir un microbiote donc équilibré et d'administrer des thérapies personnalisées avant l'AMP, spécialement chez les patientes avec échec répété d'implantation et endométrite chronique. Et je vous remercie. La petite fille, elle fait plutôt des vaginites à germe aérobique, des vaginites à germe banal qui sont beaucoup plus rares chez la femme normalement en âge de procréation protégée par ce lactobacille. C'est ce que je sais. C'est comme la ménopausée, oui. Elle peut faire une vaginite à Staph aureus, par exemple. Oui, apparemment, l'accouchement par voie basse, il est en contact avec le microbiome vaginal de la femme, donc accouchement par césarienne, ils sont apparemment en perturbation. Ils ont une perturbation à la base, ça n'a pas été. Non, les enfants nés par césarienne, ils ont un problème de dysbiose parce qu'ils n'ont pas été en contact avec la fleur vaginale. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vu un article dans ce sens, honnêtement. Mais en tout cas, les patientes qui ont des dysbioses, ce n'est pas une indication à une voix haute. De toute façon, c'est clair. Je pense que madame, elle fait référence à cette pratique où on met un peu de méconium dans la bouche des nouveau-nés qui sont nés par césarienne. Je pense que vous faites référence à ça. De toutes les manières, ils vont acquérir un jour ou l'autre leur microbiome. En tout cas, l'inoculat, moi j'ai beaucoup apprécié l'étude sur l'inoculat oui voilà exactement de matière fécale de patientes éclampsiques, exactement. Il ne faut pas quand même utiliser le terme fécal. Non, c'est le microbiome. Voilà. C'est le microbiome. Voilà. C'est pas les matières fécales, ce qu'on injecte, on n'injecte pas de la matière fécale. Voilà, exactement. C'est un inoculat fécal. On injecte un extrait ou un mélange de bactéries qui permettent d'être en eubiose. Vous comprenez? S'il y a, par exemple, dans le vagin, il n'y a pas assez de lactobacilles, donc on met dans le vagin des lactobacilles. C'est ça, mais extrait de la matière fécale, vous comprenez? Mais on n'injecte pas de la matière fécale, bien entendu. Il n'y a pas une étude égyptienne, sincèrement et sérieusement, qui ont mis du yaourt dans le vagin. Il y a une vraie étude sérieuse. Pour le bifidus actif. Pour le bifidus actif, ils ont mis du yaourt dans le vagin. Ça peut aller loin. Ouais. D'ailleurs, chez les femmes enceintes, on leur conseille de manger beaucoup de yaourt avec du bifidus. Ouais. Justement pour acquérir plus de lactobacilles. Mais pourquoi les CHRE dans les guidance 2023
n'a pas retenu le microbiote. Je pense qu'ils ont mis ça sur comme une piste d'avenir, mais pas... Il n'y a pas beaucoup d'articles. Ouais. Il n'y a pas encore assez d'articles. Même, entre 2021 et 2022, j'ai dénombré 400 articles. Mais il n'y a pas de recommandations, exactement. On est en train d'apporter la preuve. C'est pour ça que tout à l'heure, notre ami Weli a parlé de futur et de présent, de conditionnel et de présent. C'est parce qu'il y a beaucoup de conditionnels, mais aussi il y a, depuis un certain temps, de présent, parce qu'on a apporté certaines preuves avec des études randomisées, des études qui ont pu vérifier les hypothèses. Et c'est pour ça que, bien entendu, ce n'est pas encore dans les recommandations, mais c'est une piste d'avenir. Comme il y a un lien entre le microbiote intestinal et vaginal, est-ce qu'il y a eu des études pour voir si les femmes qui souffrent de colopathie fonctionnelle, etc., en PMA, pouvaient avoir des résultats? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes en fertilité, est-ce que c'est l'anxiété, je ne sais pas, qui ont beaucoup de ce genre de problèmes. Et je me demande s'il n'y a pas un lien. Il y a des études, mais je n'ai pas pu mettre... il y a des études qui sont sorties et qui ont montré, mais j'ai fait une seule plaque, mais cette plaque, je l'ai prise d'un article qui parlait effectivement du lien entre le microbiote intestinal et vaginal. Je ne l'ai pas détaillé, mais l'article existe. Il y a aussi un article, je l'ai vu comme ça de passage, pour les femmes endométriosiques qui ont des colopathies. Là, c'est vrai que c'est démontré aussi. Ça, oui. Et maintenant, c'est bizarre de donner des antibiotiques à des femmes à qui on va, pour traiter la dysbiose, finalement, on va aussi éradiquer les lactobacilles, non? Non, la tendance actuelle, il y a maintenant une grande étude qui est en train de se faire avec la personne que nous connaissons tous, Carlos, hein, avec le laboratoire Ferring, pour essayer justement pour étudier l'hôte c'est-à-dire le microbiote et comment dire, les caractéristiques. Il voudrait identifier tel microbe, il est responsable de telle chose. Tel microbe est responsable de l'endométrite, tel microbe est responsable de l'échec répété d'implantation, et il va y avoir des traitements ciblés. Et c'est une étude qui est en train de se faire. On va attendre les résultats. Mohamed, de toutes les manières, chez les patientes qui ont une dysbiose, il y a une faible quantité de lactobacilles et beaucoup plus de Gardnerella. Donc on va cibler plus le traitement sur, voilà, exactement. Donc du coup, on ne va pas diminuer encore. Il ne va pas beaucoup diminuer. Et Moi, ce qui m'a étonné dans vos présentations, c'est que je n'ai pas entendu le mot écosystème. La définition, elle a défini. Oui, non, mais là, ou alors c'est ma faute, je suis venu un peu en retard. Mais elle a défini écosystème. On n'a parlé que d'écosystème. C'est un micro-environnement et d'écosystème localisé, bien sûr, pour chaque partie du corps. Il est vrai aussi que quand la responsabilité dans nos prescriptions, l'antibiothérapie, elle crée le déséquilibre. La contraception orale, elle crée le déséquilibre. Donc on est vraiment... c'est compliqué. Juste, je voudrais rajouter en tant que microbiologiste que la métagénomique met en évidence le génome, mais que on n'est pas sûr que les bactéries sont vivantes. En fait, on va... Donc, c'est assez important. Et donc, il faut pas aussi non plus tomber dans l'autre excès, et traité par du métronidazole ou par de l'augmentin. C'est... Pour ça, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça que pour l'endomètre qui contient, moi je parle de l'endomètre qui contient des bactéries à faible biomasse, comme on dit, hein, c'est plutôt la culture. C'est la culture omique qui est plus adaptée à l'utérus, à l'endomètre.
Mais pour le vagin, qui a beaucoup plus de bactéries et qui... Bon, on peut faire les deux. Mais pour l'endomètre, c'est plutôt la culture pour voir quelles sont effectivement, parce que ça donne, ça identifie les bactéries vivantes plutôt. Je remercie les conférenciers pour leurs excellentes conférences. Et voilà, bonne soirée et à demain.